Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, on ira au Salon de l'Agriculture, un salon de l'agriculture spécial, puisqu'il se tient cette année sans la présence des bovins pour cause de dermatose. Timothée Delem sera sur place, il nous racontera l'ambiance et puis évidemment à son micro des agriculteurs. Hier soir, sur le Figaro TV, vous avez pu suivre la soirée spéciale municipale à Lyon, un débat co-animé par Yves Tréhard. On y reviendra avec lui dans un instant. Et puis enfin, d'émission, on parlera d'art et de médecine à travers l'opération Un Picasso pour 100 €, une opération caritative dont les gains iront à la Fondation Recherche Alzheimer. Vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Anne-Emmanuel, bonjour à tous. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes un des directeurs adjoints de la rédaction du Figaro et puis on a pu vous regarder hier sur BFM TV et le Figaro en partenariat. On a suivi le débat des municipales qui se déroulait à Lyon. Un débat très attendu en raison de la mort du militant identitaire Quentin Derencle le 14 février dernier, une agression mortelle dans laquelle 7 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire et complicité. Et puis évidemment, on est aussi à 3 semaines du premier tour des élections municipales. Alors sur le plateau, Yves, il y avait 4 candidats, les 4 candidats principaux, c'est ça. Donc oui. Jean-Michel Aulas pour le Bloc central et LR, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, l'insoumise Anaïs Bellahoussa Chérifi et puis Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN. Évidemment, l'agression de Quentin Derencle a marqué ce débat. Il a marqué même la première partie de ce débat. Oui, c'était un peu logique. C'était, en fait, ça a marqué la moitié du débat a été consacrée à la mort de ce jeune homme. Ce qui a rendu, si vous voulez, ce débat, ça lui a donné une audience et un écho national par définition, puisque évidemment les problèmes qui se posent autour de cette tragédie sont des problèmes d'ordre national. Donc, évidemment, ça a un peu bousculé. Le débat, parce que normalement un débat pour une élection municipale, ça doit porter davantage sur les problèmes de transport, de logement, de sécurité certes, mais de sécurité au quotidien. Et là, ça lui a donné un relief politique très particulier. Et c'était intéressant de voir que la position des uns et des autres par rapport à ce débat. Absolument. On va entendre justement Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas dans un instant en parler. Vous avez ressenti un climat un peu spécial quand vous êtes arrivé à Lyon en saluant les candidats du fait de cette agression qui a marqué à la fois la France, mais cette ville. Bien sûr, ça a beaucoup marqué cette ville. Non, j'ai pas. Vous savez, c'est ça qui était intéressant, qui était très particulier. Oui. Et c'est là où on voit qu'on était à Lyon. Oui. Cette tragédie aurait pu enflammer le débat, comme elle l'enflamme d'ailleurs sur les plateaux et dans tous les retransmissions télévisées actuellement. Vous voyez bien qu'entre la France insoumise, qui est mise en position d'accusé par rapport à ses interlocuteurs, et puis les autres, c'est électrique, les plateaux sont électriques, on s'enflamme. Alors là, on était à Lyon. Et à Lyon, tout est beaucoup plus calme. Alors c'est ça qui est intéressant. C'est une spécificité de la ville, c'est ça que vous bien sûr. Écoutez, Lyon, elle a été toujours dirigée par des maires, de Édouard Herriot à Gérard Collomb, en passant par Raymond Barre, des maires qui sont toujours des maires centriste, radical de gauche, mais radical à la mode de papa, Édouard Herriot. C'est paisible. C'est paisible. Monsieur Pradel, qui a été, on a oublié, mais c'était un maire pendant très longtemps dans cette ville. Monsieur Collomb, Francisque Collomb, qui a été un maire. C'est toujours des maires qui sont... Voilà, on est dans ce cadre-là à Lyon. Et si vous regardez bien le débat d'hier, chacun des 4 candidats est un peu à côté de son étiquette. C'est-à-dire que Madame Bellahoussa Chérifi
est à côté de l'étiquette LFI. C'est-à-dire que quand je lui demande, par exemple, si elle adhère aux propos de Madame Chikirou, qui dans l'après-midi est partie dans une diatribe hostile aux médias, elle a dit non, je me désolidarise de cela. Quand vous écoutez Monsieur Dupallay, Monsieur Dupallay qui représente à la fois les ciotistes et les frontistes et les Rassemblement national, il vous dit, moi je suis de droite, je suis d'une droite bon teint, classique. Je suis la vraie droite, il a dit. La vraie droite, mais voilà. Quand vous voyez Monsieur Aulas, alors lui c'est encore pire parce que il a comme un sparadrap pour le capitaine Haddock, il a collé le macronisme et tous les partis de l'axe central, mais il n'arrête pas de répéter société civile, société civile. Et quand vous voyez Monsieur Doucet qui est écologiste, il est assez loin, si vous voulez, de la rhétorique de Madame Tondelier. Il est très calme. Alors tout ça s'est déroulé dans une atmosphère assez calme. Il n'y a pas eu d'emportement, il n'y a pas eu de tirades qui ont vraiment, je dirais, changé l'atmosphère. Et c'était même sur ce sujet qui est un sujet grave. Alors qu'il y a de la violence. On va y revenir. Il y a de la violence entre groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche dans cette île. Et bien là, on était, je dirais, dans un débat bon teint. Dans une sorte de bonhomie. Alors, on va revenir effectivement sur les candidats, mais on va d'abord écouter Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas à propos de la mort de Quentin Derenque, ce jeune militant de 23 ans, mort sous les coups de militants d'ultra-gauche. C'était le 14 février dernier. Quant à Quentin, j'ai aussi eu un certain nombre d'échanges avec la famille. Je trouve normal qu'on ne relativise pas ce qui s'est passé. Et quand M. Doucet met sur le fronton de l'hôtel de ville un certain nombre de drapeaux ou qu'il honore un certain nombre de gens issus du... Vous pouvez être un peu plus précis, parce que le drapeau français est sur l'hôtel de ville. Non, vous avez affiché... Le drapeau ukrainien est aussi sur l'hôtel de ville. Vous avez affiché le drapeau de la Palestine et nommé un certain nombre un général du Hamas comme citoyen d'honneur de la ville de Lyon. Jean-Michel Aulas, sur la mort de Quentin. Il ne faut pas minimiser et relativiser ce qui s'est passé. C'est un geste absolument odieux, incroyable, et je pense qu'il faut éviter de diviser les Lyonnais, comme vous essayez de le faire, et montrer au contraire qu'il y a une solidarité. Honorer une victime n'a jamais divisé une ville. C'est rappeler une limite que personne ne doit franchir. Il y a eu des récupérations politiques de cet événement. Voilà. Moi, par exemple, Monsieur Aulas, je vous le dis ici, les yeux dans les yeux, j'ai été choqué par votre demande de mettre le portrait de Quentin Derenque sur les grilles de l'hôtel de ville. Ça a été fait par votre ami Laurent Wauquiez sur l'hôtel de région. Non, c'est une récupération politique indécente. Ce n'est pas respectueux ni de la famille, ni de l'état de droit. Si votre question c'est « est-ce que je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi ?» Je vais vous répondre « oui, je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi à certaines conditions ». Bien sûr, à certaines conditions, parce que je m'intéresse bien sûr au programme des autres candidats. Non, ici à Lyon, on ne désarmera pas la police. La police municipale est armée et elle agit avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid. Où, dans ma majorité, il n'y aura personne impliqué de près ou de loin dans des actes de violence. Pour moi, les choses sont claires. Est-ce qu'ils ont été convaincants, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, sur la mort de Quentin Derenque? Vous les avez trouvés comment? Non, pas tellement, parce que c'était quand même assez étonnant de la part de M. Doucet de ne pas mettre... Parce que vous êtes dans la ville de Jean Moulin, où Jean Moulin était arrêté à côté, à Caluire. Oui. On voit là qu'il y a quand même, ça lui écorchait la bouche de dire et de parler de Quentin de ce point de vue et de dire on aurait pu l'afficher sur les murs de l'hôtel de ville, ça c'est la première chose. De la part de M. Aulas, il était dans une position un peu indélicate parce que Jean-Michel Aulas a été pendant longtemps le patron de l'Olympique lyonnais, la grande équipe de Lyon. Et tout le monde sait qu'à l'intérieur du public de cette équipe, il y a des groupuscules extrêmes. Oui, c'est ce que, effectivement, vous lui avez fait... vous avez exactement souligné ça hier soir. Extrême gauche, extrême droite, et avec des propos qui sont souvent violents. Et d'ailleurs, beaucoup de supporters qui reprochent à Jean-Michel Aulas de ne pas avoir fait le ménage à l'intérieur des tribunes quand il était président. Et là,
il n'a pas su bien se défendre, si vous voulez. C'est sûr que c'était pas sa priorité à l'époque, alors que, par exemple, ça a été quand même un sujet à l'ordre du jour à Paris, Paris Saint-Germain, bien sûr, où il a fallu vider un peu les tribunes des Boulogne. éléments les plus extrémistes. Donc, voilà. Donc, là, ce qui était intéressant, si vous voulez, aussi dans l'échange qu'on vient de voir, c'est que M. Doucet tend la main, d'une certaine façon, à Mme Bellouassa Chérifi en lui disant... à certaines conditions, les conditions étant que, eh bien, elle condamne évidemment ce qui s'est passé et puis qu'elle rompe avec la jeune garde, eh bien, qu'ils pouvaient évidemment faire un bout de chemin ensemble, quoi. Oui. La candidate insoumise, elle s'est remise à propos justement de la mort de Quentin Derenc. Elle dit attendons de voir ce que dit la justice. Hein. Alors, elle a eu le C'est la discours un peu position habituel, oui. des C'est-à-dire qu'elle était insoumis, elle était un peu embarrassée par ce sujet. Évidemment, moi j'en retiens 3 choses. Un, que elle, évidemment, elle attend la fin de l'enquête, alors que maintenant on sait assez précisément qui sont les auteurs de cet acte odieux. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce sont des éléments de la jeune garde, Jeune Garde, dont notamment. certains sont des anciens collaborateurs, au moins un, de Raphaël Arnaud, qui est un député, député France Insoumise. Donc, c'est quand même pas rien. Deuxièmement, elle se désolidarise quand même des propos de Mme Chikirou hier, qui est partie dans une diatribe anti-presse assez violente. Et 3, elle est toujours quand même pour une police municipale désarmée. C'est-à-dire qu'il soit sans armes létales, comme elle dit. Donc là, la sécurité, c'est pas la lutte contre l'insécurité n'est pas nécessairement une priorité. Grégory Doucet, il tend un peu la main à la candidate insoumise parce que il a un peu de retard sur. Il a beaucoup de retard dans les sondages. Effectivement, il est loin derrière Jean-Michel Aulas. Ouais. Et alors, de ce que j'ai pu constater sur place, c'est que le vote en faveur de Jean-Michel Aulas, alors il est dû en partie au fait qu'il représente un certain courant de pensée. Ou le monde de l'entreprise aussi, beaucoup, parce que Lyon est une capitale économique aussi. Entrepreneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a un rejet, justement, de M. Doucet et de tout ce qu'il a pu faire, notamment en début de mandat, au tournant des années 2020, qui n'ont pas plu. Qu'est-ce qui n'a pas plu, par exemple Par exemple, un des sujets qui vraiment revient régulièrement là-bas, c'est les embouteillages. Oui. C'est le plan d'aménagement de la ville, les zones, la presqu'île, les zones à faible émission, enfin tout ce qui est, si vous voulez, qui contrarie la circulation, la mobilité des Lyonnais et des gens qui habitent autour de Lyon, mais qui viennent travailler à Lyon, ou le contraire. Et tout ça c'est un sujet énorme. Et d'ailleurs, il en a fait un de ses axes de campagne, Jean-Michel Aulas. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, c'est que il y a l'expérience de M. Aulas, qui a quand même laissé un bon souvenir avec Lyon, qui a été champion de France plusieurs années de suite, qui a représenté la France dans les Coupes d'Europe de football, avec son équipe qui a rayonné sur l'Hexagone pendant quelques années. Jean-Michel Aulas, que moi j'ai trouvé pas très très à l'aise, très accroché à ses fiches. Oui, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un homme politique. Et en cela, c'est vrai que quand il dit, moi je suis de la société civile, je représente la société civile. C'était un peu son mantra hier. Voilà, parce qu'il voulait aussi se débarrasser de l'étiquette macroniste qui est pas très populaire actuellement, et, qui ne l'est plus en tous les cas. Et ce qui est sûr, c'est que il n'a pas. Il n'est pas comme M. Dupalais, dont on voyait quand même, alors qu'il est avocat du Palais, très à l'aise dans l'exercice. Il n'est pas à l'aise dans cet exercice. Et du début à la fin du débat, il a effectivement lu ses fiches. Il a fallu il avait plein d'éléments de langage qui étaient inscrits sous ses yeux. Il les a ressortis. C'est pas un orateur. C'est pas un orateur. C'est pas un tribun. Ça vous a surpris ce côté Oui, ça m'a un peu surpris, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que quand il était dans les instances, enfin il est toujours d'ailleurs, quand il était patron de l'Olympique Lyonnais et qu'il était, je dirais, aux avant-gardes du football français, il fallait le respecter. Il parlait fort, il parlait précis, et c'était une voix qui comptait beaucoup. Et il n'avait pas besoin de fiches là pour se faire entendre et pour se faire comprendre. Alors que là,
J'étais un peu étonné, justement, que ce caractère qu'on lui connaissait, il le mette pas au service Il a du de sa mal cause politique. Ouais. à rentrer dans un Un peu. costume de politique Un peu, un peu. ou alors c'est peut-être le format, hein, je crois que c'est le seul débat qu'il accepte. Oui, oui. Il est plus à l'aise peut-être en tête-à-tête Peut-être, non, mais on l'a vu en tête-à-tête avec des journalistes. Il a été invité à quelques reprises et ça n'a pas donné des résultats excellents non plus. Un Jean-Michel Aulas qui va avoir bientôt, prochainement, 77 ans, un maire sortant 52 ans. Est-ce que néanmoins, puisqu'il est en tête des sondages, Jean-Michel Aulas, les Lyonnais, comme vous le disiez, vous le signez, en ont marre, rejettent un peu aussi le bilan de Grégory Doucet. Ils pourraient néanmoins porter leur voix sur un Jean-Michel Aulas qui peut-être apporte une promesse d'apaisement. Sans doute, oui, c'est probable. ça. Oui, je crois qu'il n'y a pas de question d'âge de ce point de vue. Ils ont eu l'habitude d'avoir des maires qui n'étaient pas de la première jeunesse, si je peux me permettre. Donc c'est pas le problème. Non, je crois pas que ça soit. Je crois pas que l'âge soit un handicap pour Monsieur Aulas aujourd'hui. En plus, 77 ans, c'est quand même, c'est pas vieux. Et donc, non, je crois que c'est plutôt sa façon d'envisager les choses. Il a une façon d'envisager la politique qui est très apaisée, effectivement, très société civile. Ça peut plaire aussi. Cette casquette de chef d'entreprise peut plaire aux Lyonnais. Il y a énormément c'est une ville, encore une fois, c'est une ville d'entrepreneurs, c'est une ville où on aime la stabilité, où on n'aime pas les emportements. Donc, ça peut correspondre à un certain trait de caractère de lyonnais, à mon avis. Un chef d'entreprise à la tête d'une mairie, ça pourrait être, imprimé justement. On sait que le patronat, le MEDEF en l'occurrence, toutes les organisations syndicales autour des chefs d'entreprise veulent beaucoup s'impliquer dans les prochaines élections et ils vantent beaucoup leur casquette justement de chef d'entreprise par rapport aux politiciens. Ça pourrait marquer ce scrutin. Oui, c'est sûr que si vous voulez, ce qui serait ça marquerait parce que Lyon est quand même une des. Alors, c'est ça qui était un des éléments forts aussi, un des temps forts du débat, c'est que on a appris, je pense que beaucoup de Français ne le savaient pas, c'est que Lyon perd beaucoup d'habitants tous les ans et aujourd'hui est en passe de se faire doubler par Toulouse et qu'elle deviendrait cette ville la 4e ville de France. Vous vous rendez compte? Alors que elle a toujours été dans l'imaginaire. Sur le podium, en fait. Dans l'imaginaire français, elle a toujours été sur le podium. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui effectivement est important à souligner. Mais Lyon, dirigé par un chef d'entreprise, c'est vrai que ça aurait évidemment un écho national évident. Surtout que c'est une élection, les élections municipales. Là, on le voit dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de villes de France, il y a énormément de sociétés, de figures de la société civile qui se présentent à Avignon, à Lyon, à Biarritz, ici ou là. Et effectivement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment, qui sont engagés, qui veulent s'engager dans la gestion de leur ville. Oui. Parmi donc ces 4 candidats, je trouve qu'un a émergé, c'est le candidat UDR RN, Alexandre Dupalais, qui a parfois a piqué Jean-Michel Aulas, parfois a été en soutien. Comment avez-vous jugé Alors, sa prestation? c'est un jeune avocat qui a son cabinet à Paris, d'ailleurs, mais qui a des attaches lyonnaises, où il a passé une partie de sa jeunesse. Effectivement, très élégant dans la posture, très ferme. Alors, il est arrivé en disant « Moi, je suis de droite. » Je suis le seul candidat de droite. Oui, et d'une droite, je dirais, il revendiquait plutôt une droite classique, une droite des années 80, quoi. RPR, un peu, quoi. RPR, exactement. C'est exactement ce qu'il revendiquait. Le Rassemblement national, il n'en a quasiment pas parlé, du parti de M. Ciotti non plus. Il voulait représenter et il avait cette chance, c'est que, effectivement, M. Aulas étant avec le MoDem, avec les macronistes, avec Renaissance, avec tout ça, ça dilue un peu son positionnement. Et puis après, 2 personnalités de gauche. Donc, effectivement, il pouvait revendiquer ce positionnement-là. Il n'a jamais été agressif. Il a toujours été
posé et il a fait, c'est vrai, un bon débat. C'est probablement celui qui a le plus émergé, je dirais, dans cette confrontation. Oui, il était clair, notamment, par exemple, sur l'affaire Quentin de Ranc. Il a carrément dit qu'il y avait à Lyon une milice, une organisation terroriste C'est ça. qui a tué. Il a C'est ça. été extrêmement... C'est ça. Oui, il a été très clair sur beaucoup de sujets, sur la sécurité, sur la circulation, un sujet sur lequel aussi il aurait beaucoup parlé si on l'avait laissé, si on lui avait laissé du champ, c'est les finances publiques. Mais les finances publiques, apparemment, contrairement à Paris, ne sont pas apparemment un sujet de premier ordre Elles sont mieux tenues qu'à Paris, les à finances Lyon, il publiques. semblerait. Alors, on aurait pu en parler à l'occasion d'un sujet qui est celui du percement du tunnel sous Fourvière, qui est le projet de... Le grand projet. De Jean-Michel Aulas, qui est un projet qui pourrait être assez coûteux. On parle de plus de 2 milliards d'euros, mais probablement plus. C'est un projet qui, en plus, ne concerne pas uniquement la ville de Lyon, parce qu'il partirait et il déboucherait hors de Lyon. Donc, évidemment, ça concerne plus la métropole. Oui. Et il y a un enjeu dont on n'a pas parlé hier, c'est celui de la métropole aussi. Oui. Parce que Lyon est une ville, comme toutes les grandes agglomérations, qui est dirigée, c'est là où est l'argent et le pouvoir, beaucoup, c'est au niveau de la métropole. Au niveau de la métropole. Alors, pour l'heure, les intentions de vote à Lyon donnent, je crois, 43% pour Premier tour, Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. Pour Grégory Doucet, il est crédité de 29%. Donc, c'est à suivre un débat. Donc, vous avez regretté de ne pas avoir parlé budget, de métropole. Non, budget, non. C'est sûr. Métropole, c'est un autre sujet d'une certaine façon. Enfin, pas complètement, parce que les deux sont liés. Ah oui, les deux sont liés. Mais c'est difficile, si vous voulez, vis-à-vis du public, d'être clair quand on mélange beaucoup de choses. Et là, encore une fois, le débat a été complètement dominé par l'affaire Quentin, Bien évidemment. qui a occupé la moitié du temps, plus de la moitié du temps. On vous retrouve, Yves, à nouveau en débat avec BFM, donc Le Figaro est partenaire. Ce sera à Nice. Lundi soir. Lundi soir, 20h50. 20h50, même heure. Voilà. Même Nice. endroit, on sera devant nos postes. Alors pas même endroit, puisque c'est à Nice. Enfin, à Nice. Mais même endroit sur BFM TV et le Figaro TV. À Nice, où c'est très intéressant, puisque c'est un peu le duel des frères ennemis, à savoir Éric Ciotti et Christian Estrosi. Merci Yves Tréhard d'avoir été en direct avec nous. On part maintenant direction la porte de Versailles, où nous attend Timothée Delem. Vous êtes Timothée Delem, il me semble, avec le secrétaire général de la coordination rurale. Dans quelques instants. Oui, tout à fait, Anne-Emmanuel, avec François Valeret, secrétaire général de la coordination rurale ici au Salon de l'Agriculture. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, il y a quelques instants, là, il y a encore quelques secondes de cela, vous étiez en train de discuter avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est venu vous voir. C'est vrai que c'est habituel ici au Salon de l'Agriculture, les politiques qui viennent vous voir, vous rencontrer pour discuter, échanger, proposer peut-être des solutions. Vous êtes ici sur ce stand depuis l'ouverture, depuis samedi. Dites-nous un peu quelle est la teneur de ces échanges. Est-ce qu'il y a de quoi vous rassurer lorsque vous parlez avec les différents responsables politiques de tous bords ? La teneur des échanges, ils sont divers en fonction des interlocuteurs que nous avons. Là, par exemple, avec le président Larcher, on a plus parlé de la loi d'urgence agricole, de la loi du plomb, des décrets d'application des différentes lois agricoles qui ont été votées jusqu'à maintenant et qui n'ont pas été pris. C'est plus là-dessus que l'on a parlé, ce qui n'empêche pas aussi de parler de la PAC. Il y avait un des sénateurs qui était rapporteur sur la PAC aussi. C'est un sujet qui nous inquiète beaucoup. Donc globalement, ici au Salon, on est là pour parler de tous les sujets. Le sujet principal quand même pour nous agriculteurs, ça reste la compétitivité. On a 3 moyens objectivement pour augmenter notre compétitivité, avoir plus de moyens de production, avoir de meilleurs prix et avoir une politique agricole commune qui nous protège davantage. Donc sur ces 3 points, on fait part de nos inquiétudes, que ce soit aux responsables politiques locaux, que ce soit aux commissaires européens qui sont venus également, aux parlementaires, à nos partenaires aussi, pour voir un peu les solutions qu'on pourrait trouver sur ces 3 points. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie colère de la part du monde agricole et notamment de la part de votre syndicat. C'est exprimé assez largement, que ce soit lors des différentes manifestations, des différents mouvements de mobilisation. Là également, on a pu
pu rencontrer certains agriculteurs qui sont toujours vent debout et qui sont toujours en colère face à toutes ces décisions qui sont prises ou justement qui ne sont pas prises pas suffisamment pour vous soutenir. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en colère? Est-ce que c'est ce message-là que vous portez auprès des responsables politiques? Oui, la colère, elle est toujours là. Vous l'avez vu, dès le mois de décembre, les agriculteurs ont beaucoup manifesté dans toute la France. C'était une colère qui finalement était une colère un peu résiduelle de ce qui s'était passé en 2024. En 2024, je vous le rappelle, les agriculteurs sont sortis manifester aussi dès le mois de janvier. Ça a duré plusieurs semaines. C'était Gabriel Attal qui était Premier ministre. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment eu de réponse structurelle apportée à leur colère. Quelques petits points conjoncturels, mais on sait très bien que les réponses conjoncturelles, elles ne durent que quelques temps, tant qu'on ne met pas en œuvre de vraies mesures structurelles. Elles n'ont pas été mises en œuvre, donc évidemment que là, au mois de décembre, les agriculteurs, ne voyant pas de solution, ne voyant pas de remontée de prix de leurs denrées, eh bien, ils ont vraiment tenu à exprimer cette colère, ce manque de considération finalement, puisque les problèmes avaient déjà été évoqués, ils n'ont pas été pris en compte. Donc cette colère, elle est toujours là. Mais vous connaissez les agriculteurs, ils vont aussi travailler. Au bout d'un moment, ils sont obligés de retourner chez eux pour s'occuper des bêtes, pour retourner au travail, parce que la saison avance et on ne peut pas faire fi de ça. Donc même s'il y a moins de manifestations actuellement, moi je suis là pour porter leur colère, qui est toujours là. On est toujours en attente de vraies solutions pour eux et c'est ça le message qu'on porte aujourd'hui. Et le message, c'est également celui de Bertrand Vantaux, le président de votre syndicat de la coordination rurale, qui disait samedi lors de l'ouverture de ce salon que ce salon, c'était celui de la souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment que cette souffrance, elle est suffisamment entendue? Est-ce qu'il y a une prise de conscience suffisamment importante lorsque l'on parle des conditions de vie et de travail aujourd'hui pour nos agriculteurs? Non, je ne pense pas que cette souffrance soit réellement prise en compte. Les agriculteurs, ils se lèvent tous les matins, ils travaillent pour beaucoup 365 jours par an. Alors il faut vraiment être motivé, c'est un plaisir pour eux de travailler, mais c'est une souffrance dans le quotidien de ne pas vraiment être reconnu, que ce travail ne soit pas reconnu par le citoyen. Quand on produit des aliments de qualité, quand on se donne de la peine de vouloir nourrir les Français et que finalement on est mis en concurrence totalement déloyale avec des productions qui viennent du reste du monde, que le consommateur ne fait pas toujours l'effort. Alors je sais que c'est pas facile pour lui, qu'il y a des questions budgétaires, qu'il lui aussi a des arbitrages à faire. Mais quand le consommateur ne se tourne pas non plus forcément vers les productions françaises, alors qu'il est aussi citoyen, il demande à l'agriculture d'être vertueuse, il demande à l'agriculture de respecter l'environnement, il demande à l'agriculture de respecter la biodiversité, de faire des produits de qualité, et c'est ce que fait l'agriculture. Finalement, quand ce citoyen se retrouve être consommateur et qui se dit « Ah ben non, pour des questions de prix, j'ai demandé toutes ces exigences qui ont un coût » et que finalement il se tourne vers de la production étrangère, c'est un peu frustrant, c'est un peu blessant même pour l'agriculteur qui ne se sent pas valorisé dans son travail. Qui porte la responsabilité aujourd'hui de tout cela selon vous? C'est un peu tout le monde. C'est à la fois le citoyen qui a voulu une agriculture plus propre, qui a voulu une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des normes sociales aussi. Il ne faut pas oublier le poids du social en France. Vous pensez que c'est avant tout le consommateur qui aujourd'hui est responsable de cette détresse du monde agricole? Non, il n'y a pas que lui. Mais disons que... finalement, c'est un peu tout le monde. Il y a un peu le consommateur, il y a un peu l'industriel aussi, il y a un peu le responsable politique, peut-être les agriculteurs aussi, qui n'ont pas toujours fait les efforts en termes de communication, en termes d'image pour se sortir de cette ornière. Je pense que les responsabilités sont partagées et c'est pour ça qu'on envoie ce message aux responsables politiques. On a vraiment besoin de lui, avec l'outil législatif, avec l'outil de communication, avec l'outil des collectivités locales. Les collectivités locales, c'est extrêmement important. Il y en a 36 000 communes en France, plus les départements. Je leur avais souvent reproché un message qui était peut-être pas très bon, qui au départ était louable, c'est-à-dire de dire dans nos cantines en France, on va privilégier le bio, on va privilégier le local, on va privilégier le français. Et ça, c'est très bien, la qualité. Mais en revanche, ça ne coûtera pas plus cher. Ce sera des repas à 1 €. Donc on met finalement dans la tête des Français
que l'alimentation de qualité, que l'alimentation française, ça vaut pas plus cher et que finalement ça vaut pas grand-chose. Là-dessus, il y a peut-être une erreur de com. Il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice pour redonner un peu confiance aux agriculteurs. Alors justement, la pierre à l'édifice, il y en a une nouvelle qui est dans les tuyaux. Vous avez évoqué l'arsenal législatif. Oui. Il y a cette loi d'urgence pour les agriculteurs qui doit arriver, qui doit être présentée d'ici quelques semaines au gouvernement, au Conseil des ministres. Qu'attendez-vous de cette loi d'urgence? Et puis surtout, est-ce que vous estimez qu'il faut qu'elle soit votée, adoptée dans des délais extrêmement brefs? Alors, elle va déjà être adoptée dans des délais assez brefs. Alors, il y a des contraintes constitutionnelles qui font qu'elle ne peut pas être adoptée tout de suite, le temps qu'elle soit étudiée en commission, etc. Donc, elle va répondre au moins à une partie ou à quelques interrogations sur la partie moyen de production. Je vous l'ai dit, hein, il y a 3 éléments qui font le revenu de l'agriculteur. Il y a la PAC, les prix et la quantité produite. Pour produire de la quantité, il nous faut des moyens de production. Cette loi d'urgence a l'intention, sur quelques points, sur l'accès à l'eau par exemple, sur les phytos, de répondre à quelques interrogations sur les moyens de production. Donc tout ce qui pourrait être fait pour redonner à l'agriculture des moyens de production, il faut absolument le soutenir. Ce ne sera pas la réforme miracle, malheureusement, comme la loi du plomb, mais il faut absolument les soutenir pour redonner un peu de moyens de production à l'agriculture. Merci beaucoup François Valrette. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On suivra cela évidemment avec donc cette loi d'urgence qui doit arriver, on l'a dit, d'ici quelques semaines sur le bureau du Conseil des ministres. On va continuer d'arpenter un petit peu ce salon de l'agriculture ici, porte de Versailles, sur ce parc des expositions. On va aller dans le pavillon 7 où se trouvent notamment un certain nombre de producteurs. On va aller découvrir un certain nombre de saveurs de nos régions. On y va et puis on vous retrouve Anne-Emmanuel. Merci Timothée Delame. Effectivement, on va vous retrouver tout à l'heure. On va parler maintenant d'art et de recherche médicale avec vous, Olivier de la Doucette. Vous êtes gériatre, président de la Fondation Recherche Alzheimer. Et avec vous, Perry Cochin, vous êtes un visage bien connu des téléspectateurs. Hein. Vous participiez notamment à des émissions de Laurent Ruquier. Vous êtes également productrice. Alors, vous êtes ici parce que vous êtes à l'initiative d'une loterie d'un genre... Très nouveau, caritative, on peut dire, dont les gains iront à la fondation, justement, contre la maladie d'Alzheimer. Cette tombola spéciale, c'est un Picasso pour 100 €. Expliquez-nous, Perry Cochin, de quoi il s'agit. Alors, c'est très très simple. Vous avez la possibilité d'acheter un billet à 100 € sur le site internet unpicasso100euros.com et ce billet peut vous donner la possibilité de gagner un Picasso qui vaut 1 million d'euros. Est-ce qu'on va voir ce fameux Picasso? Évidemment, vous allez le voir. Je suis sûre que vous allez c'est le le voir. portrait de Dorama, une gouache, hein, c'est ça, qui date de 1941. Exactement. Alors, donc, vous avez la possibilité de gagner cette œuvre unique, exceptionnelle de Picasso. Et elle vaut 1 million. Il y aura un gagnant forcément au moment du tirage au sort qui aura lieu chez Christie's à Paris. Le 14 février prochain. Le 14 avril. Pardon. Voilà. 14 février, c'est bien aussi pour les amoureux et tout, mais là, le tirage au sort, c'est le 14 avril. Et si vous n'avez pas gagné cette œuvre, eh bien, vous avez donné 100 € à la Fondation Recherche Alzheimer, présidée par Olivier, qui est là. Il reste beaucoup de billets, là Alors, on en a vendu pratiquement la moitié, un peu plus que la moitié. Ouais. Donc, il en reste encore un peu. Il faut vite se précipiter pour les acheter. Combien de billets sont mis en vente Au total, on a 120 000 billets. Et il n'y en aura pas un de plus. Donc, vous avez beaucoup de chance. La probabilité est élevée de pouvoir gagner. C'est intéressant. Le rapport qualité-prix, on va dire. 1 million plus avec de 120 chances que l'auto, en fait, hein, finalement. On n'a pas le droit de dire ça. C'est pas bien. On veut pas. Voilà. Mais oui, vous avez raison. C'est pas faux. Revenons juste sur ce tableau. Vous êtes allé convaincre la famille Picasso. Comment ça s'est fait À qui appartient ce tableau? À une galerie peut-être, non? C'est ça? Alors, au départ, il appartient à une galerie qui nous l'a avancé pour cette opération. Et nous paierons ce tableau au moment où nous aurons fait le tirage au sort. Parce que on aura récolté les sous et on pourra payer le tableau
a une valeur en dessous de sa vraie valeur. La Opéra Galerie, qui est la galerie qui nous l'a avancé, a fait un geste pour aider la Fondation Recherche Alzheimer. Et on a été voir évidemment la famille Picasso. Oui. Parce que vous ne pouvez pas faire ce genre de choses sans leur autorisation, évidemment, c'est sans ça. leur accord. Ouais. Et bien sûr que nous avons des accords complètement bien carrés, bien cadrés. Vous avez été bien accueillis. Comment, dans quel état d'esprit ils étaient suite à cette proposition très originale? Écoutez, ils étaient plutôt très favorables à l'idée. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Pablo Picasso, de son vivant, était très sensible aux causes qui étaient humanitaires, aux problèmes de pauvreté, aux problèmes de maladies qui ont frappé l'Espagne à une époque, etc. Il était très sensible à ça. Et ils ont aimé cette idée de un Picasso pour 100 €, cette tombola caritative, qui en fait permet à Picasso de paraître aux yeux du grand public avec une idée caritative et pas seulement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Picasso quand il y a des ventes aux enchères chez les grandes maisons de vente et on parle de records et de sommes d'argent folles, etc. Et on parlait pas de Picasso dans le caritatif et aujourd'hui son nom est associé au caritatif grâce à cette opération et grâce à l'aide qu'il va apporter aujourd'hui à Alzheimer. C'est la 3e édition qu'on fait. Édition, oui. Les fois précédentes, on avait donné l'argent à Care International pour amener de l'eau en Afrique et la fois d'avant c'était pour une autre fondation. Donc voilà, l'idée c'est que le nom de Picasso est associé à des œuvres différentes et cette fois c'est Fondation Recherche Alzheimer qui porte l'opération. Qui porte l'opération Olivier de la Doucette. Vous êtes le président de cette association, Fondation voilà. D'utilité publique. Vous avez été surpris par cette initiative, cette proposition d'un Picasso pour 100 €, de l'art au service de la recherche. Comment vous avez accueilli cette... Évidemment, j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Je connaissais Perry Cochin avant qu'elle ne me fasse cette proposition, mais on en avait un petit peu parlé. J'avais même rêvé qu'un jour elle m'appelle en me disant « Olivier, c'est ton tour ». Et bien, ce fut le cas au mois d'août 2024. Et après, il a fallu un peu de temps pour mettre tout ça en place. C'est très compliqué. Des tombolas mondiales, vous pensez bien qu'il y a beaucoup de choses à envisager. Il fallait non seulement que les choses soient parfaitement claires, mais il fallait aussi que de notre côté, nous puissions savoir avec exactitude comment cet argent allait être réparti. Alors justement, à quoi vont servir cet argent va être utilisé pour des projets de recherche internationaux, c'est-à-dire des projets qui associent des équipes françaises avec des équipes étrangères, essentiellement européennes. Voilà, c'est très important. C'était important d'élargir en fait ces recherches justement à un niveau européen parce que plus on met de contributions, plus on a de résultats, c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que il faut aujourd'hui la recherche sur cette maladie qui touche un nombre considérable de personnes. Je vous rappelle qu'il y a 50 millions de malades Alzheimer. Je te coupe Olivier, je vois sur l'écran un Picasso contre 100 €, c'est pas contre, c'est un pour. Un Picasso pour 100. Pour 100 €. On va corriger. Alors, oui, ça touche effectivement pas mal. Beaucoup de monde. 50 millions, 150 dans 20 ans. Donc, c'est vraiment une maladie qui va être une des maladies qui va être la plus compliquée à gérer pour nos sociétés dans les prochaines années. Et donc, évidemment, c'est un combat planétaire. Et il faut que les équipes se parlent, s'unissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes très en faveur de ces passerelles entre les équipes françaises et étrangères. Ce d'autant que, comme cette tombola aujourd'hui, qui a déjà récolté quasiment 6,5 millions d'euros, ce qui est quand même une très jolie somme, dans environ 50 pays, pour que les donateurs aient envie de s'associer à ce projet, il faut aussi que ce projet leur parle. Et donc, ils sont contents de savoir que, quel que soit le pays, il y aura peut-être une chance pour qu'un chercheur de leur propre pays
puissent s'y associer. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de donateurs qui viennent d'Allemagne. Eh bien, on a des tas de projets avec les Allemands déjà, et on a notamment, donc, on espère pouvoir, avec cette récolte importante, financer 1 ou 2 projets d'importance avec des équipes allemandes. Voilà. Plus d'un patient sur 2, j'ai lu, est non diagnostiqué. Pour quelles raisons on a du mal sur le diagnostic, sur cette maladie? Alors, on a du mal à poser le diagnostic pour un certain nombre de raisons qui ont été bien identifiées. La première, c'est que pendant très longtemps, on a considéré qu'Alzheimer, au fond, c'était consubstantiel au vieillissement. Comme c'est une maladie que vous avez en fin de vie, pendant très longtemps, quand on perdait un peu la mémoire, on disait c'est normal, c'est de son âge. Donc il y avait une espèce de passivité générale. Fatalité, finalement. Voilà, on était un petit peu dans une attitude fataliste. On se disait il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. En réalité, c'est une maladie. C'est une maladie qui est normalement fréquente avec l'âge, mais c'est une maladie. Et on se rend d'autant plus compte qu'elle touche, certes, en majorité des gens qui ont plus de 70 ans, mais elle peut aussi toucher des gens de 50 ou 60 ans. Et quand vous voyez des gens de 55 ans qui ont encore des gamins de 18 ans ne plus se souvenir de leur prénom, on se dit « Ah oui, ça c'est vraiment dramatique ». Donc, c'est une maladie, mais pendant longtemps, on était passif parce qu'on se disait « C'est normal, c'est l'âge ». Ensuite, c'est une maladie de personnes âgées. Or, le vieillissement dans notre pays est un peu un tabou. C'est compliqué de vieillir et d'en parler, c'est un peu compliqué. Spécialement en France ? Non. Non, partout. Dans le monde. Dans le monde entier, surtout dans les pays développés, le vieux, c'est toujours un autre, c'est jamais soi-même. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit... regardez, on est quand même très jeunes, je ne veux pas dire, mais... on se donne tous, en général, de quelques années de moins que son vrai âge, n'est-ce pas? Et donc, comme c'est une maladie de vieux, c'est une maladie d'un autre, et on confiait ça aux autres, c'est-à-dire à personne. Et ça, c'était un vrai problème. Et pour finir, c'est une maladie du cerveau. Oui. Or, le cerveau, c'est la dernière frontière du corps humain. C'est vraiment l'organe le plus mystérieux qui soit. On en connaît 20-30% de son fonctionnement. Donc, c'est une maladie qui touche un organe extrêmement complexe et qui pose beaucoup de problèmes pour être comprise. En réalité, ça ne fait que depuis 25 ans qu'on commence vraiment à travailler sérieusement sur Alzheimer. Donc, à la différence du cancer, sur lequel on travaille depuis 80 ans, et aujourd'hui, on a des résultats. Alzheimer, ça fait 25 ans qu'on y travaille, et donc il faut du temps pour ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, on va multiplier par 3 le nombre de malades dans le monde et par à peu près 2 en France dans les 20 prochaines années. Mais quand on dit un malade, en France aujourd'hui, il y a 1 400 000 personnes avec Alzheimer. Mais en réalité, il faut multiplier par 4 le nombre de victimes parce que chaque malade est entouré de familles qui, au quotidien, vivent cette maladie. Quand on est l'aidant d'un Alzheimer, on sait que du matin au soir, on est préoccupé. Est-ce qu'il a eu bien ses médicaments? Est-ce qu'il ne s'est pas perdu en sortant? Est-ce qu'il a dormi correctement, etc., etc. Donc, en réalité, ce sont des millions de personnes qui sont concernées par cette pathologie au quotidien. Donc, on est dans une course contre la montre pour trouver des traitements efficaces pour bloquer cette maladie et peut-être un jour la guérir. Alors justement, des traitements efficaces, je crois qu'il n'y a pas de médicaments disponibles. En France, on a parlé de médicaments, notamment à l'étranger, le Leqembi, il me semble. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée contre le remboursement de ce médicament en France. C'est à vos yeux un bon médicament Alors, c'est un médicament intéressant. Alors, évidemment, on aimerait qu'il soit plus efficace, mais il a une vraie efficacité. Et pour la première fois, on a un traitement qui agit sur la maladie et non le symptôme. Jusqu'à maintenant, on donne des traitements qui agissent sur le symptôme. Oui. Là, on a un traitement sur la maladie qui freine, on va dire, d'à peu près 30% l'évolution de cette pathologie. Donc, ce n'est pas encore 100%, mais c'est le début d'une lignée de produits qui vont s'améliorer avec le temps. Rapidement, je crois. Donc c'est important. On est un peu déçus que les autorités françaises n'aient pas accepté que ce traitement puisse être donné à quelques malades en France. Qu'est-ce qui a motivé la décision? Alors, la décision, elle est motivée pour 2 raisons.
La première, c'est que c'est un médicament qui n'est pas sans effet secondaire, un peu problématique. En réalité, elle a été donnée au début à des gens sans discernement. Maintenant, on sait exactement les gens chez qui on peut le donner et ceux chez qui il faut éviter pour risque d'effets secondaires qui sont graves. Ce sont des hémorragies, des œdèmes cérébraux, des choses comme ça. Bon, ça touche aujourd'hui à peu près 5% des patients. Mais quand vous avez une maladie incurable, je pense que vous êtes prêt à prendre ce risque. Quand vous avez un cancer, vous êtes prêt à prendre des risques. Et on sait qu'il y a beaucoup de traitements pour le cancer qui ont des effets secondaires épouvantables. Là, les effets secondaires sont maîtrisés. Oui. Bon, l'autorité française a dit non, on ne veut pas. Et puis, il y a une autre raison, c'est que ça coûte très cher. C'est ça, c'est l'histoire du Alors, remboursement. D'autres produits arrivent et je suis persuadé que dans les années, peut-être même les mois, cette année ou l'année prochaine, on va avoir la possibilité de donner ces nouveaux médicaments à nos patients. Alors, Olivier, tu m'avais dit... Oui, pardon, Perry. Tu m'avais dit, quand on avait commencé à préparer ensemble toute cette aventure, que le diagnostic est quand même une des choses essentielles et que cet argent qu'on va récolter grâce à un Picasso pour 100 €, cette tombola va permettre de récolter de l'argent pour aider les recherches sur le diagnostic. Parce que plus on diagnostique tôt, De façon précoce. très mieux précoce, mieux Oui. c'est. Et là, tu m'as dit qu'on était sur le point Oui, de trouver alors quelque les chose de très équipes- facile. Voilà, les équipes françaises sont très en pointe là-dessus, entre autres, et on mène de front deux combats. Le combat du médicament et le combat du diagnostic. Parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui va évoluer sans signe clinique pendant 10 voire 20 ans. Ah, c'est très On peut long. être porteur, je suis peut-être porteur de cette maladie sans le savoir, et c'est dans 10-15 ans, le plus tard possible, je l'espère, qu'à ce moment-là, je vais perdre Qu'elle la va mémoire. apparaître, oui. Et pendant toute cette période où la maladie se développe à l'insu du patient, c'est là qu'il faut agir, pour la bloquer et faire en sorte qu'on continue à vivre. La bloquer, la ralentir. Et ensuite, la bloquer ou la ralentir. Mais donner un médicament sans pouvoir poser le diagnostic, ça ne fonctionne pas, et vice-versa. C'est pour ça qu'on mène de front le diagnostic précoce et le traitement précoce. Et c'est effectivement ce vers lequel on travaille. Dans le sang, hein. Et Par une alors, prise de avec sang, c'est un ça. prélèvement sanguin, on formidable. pourra peut-être poser le diagnostic Ça, dans ce les serait années à venir. extraordinaire. Formidable. C'est une maladie qui nous fait tous peur. Est-ce que dans nos comportements, on peut, dans nos attitudes, à travers des activités sportives, la nourriture, etc., est-ce que on peut se prémunir ou faire de la prévention, entre guillemets, ou pas Absolument. totalement? La prévention existe et on a même prouvé son efficacité. On peut diminuer de 45% le risque d'avoir Alzheimer en adoptant un certain nombre de comportements qui sont assez simples en réalité, pris indépendamment. La difficulté, c'est de les mettre tous bout à bout. Oui. Et alors, c'est régulier. en résumant les choses, Oui. c'est stimulation intellectuelle, il faut faire travailler son cerveau, stimulation physique, rester physiquement très actif, voire faire du sport, quel que soit l'âge. Ensuite, c'est lutter contre tout ce qui abîme le réseau vasculaire. Donc tout ce qu'on ça- appelle, nous, dans notre jargon, les bourreaux du cœur, l'hypercholestérolémie, le diabète, le tabagisme, l'alcool, l'hypertension artérielle, etc. Tout ça, il faut lutter contre ça. L'isolement social, et puis le sommeil. Les troubles du sommeil ne sont pas bons. Et puis enfin, les sens. Il faut avoir des sens qui restent actifs et en bon état parce que c'est par eux qu'on capte toutes les informations qui vont stimuler notre mémoire. Et en particulier l'audition. Beaucoup de gens n'entendent pas et refusent d'être appareillés à cause de ce que nous disions tout à l'heure, cette peur du vieillissement. C'est un peu un signe extérieur de l'âge, donc on se dit je vais attendre. C'est une erreur. Si on est un peu dur de la feuille, il faut se faire appareiller le plus tôt possible. Possible. Alors, si vous souhaitez contribuer à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et peut-être gagner un magnifique Picasso, cette gouache, ce portrait de Dorama, qui a une femme qui a marqué la vie de Picasso, eh bien, allez sur le site www.unpicasso100€.com. Tirage au sort le 14 avril chez Christie's. Merci d'avoir été avec nous, Perry Cochin. Merci, Olivier, de la Doucette. On repart à la porte de Versailles, retrouver Timothée Delem qui est au Salon de l'Agriculture.
Oui, Anne-Emmanuel. Alors, on a rejoint maintenant le pavillon 7. C'est là que se trouvent notamment un certain nombre de producteurs. Il y a aussi des éleveurs. Alors, on est ici dans le pavillon alsacien parce qu'on fait de très bonnes choses en Alsace, évidemment. Alors, le marché alsacien, c'est le nom donc, de ces deux personnes avec qui j'ai pu bien faire connaissance, qui sont éleveurs, producteurs ici en Alsace. Vous êtes à Kaisersberg, donc c'est dans le Haut-Rhin, pas très loin de Colmar. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez là. Il y a du monde, d'ailleurs, ça a du succès. Toujours. Alors là, écoutez, on a un pain au levain qui est fabriqué à Ribeauvillé par un ami à nous. Vous avez un sacré appétit parce qu'on peut montrer quand même la taille de la baguette. Je crois que je n'ai jamais vu une comme ça. On est sur 2,20 m en entier pour à peu près 15 kg. Donc ça fait des belles bêtes. Et alors surtout vous avez, et ça c'est très connu pour ça en Alsace, vous avez du très bon fromage. Très bon fromage. Bon, bien évidemment, le Münster qui est le plus connu. On travaille en biologique au lait cru. Donc on a une quarantaine de vaches qui servent à l'exploitation. Et bien sûr, on a des porcs où on fait un peu de jambon fumé, jambon cru, spécialité aussi alsacienne. On fait beaucoup de charcutes et des saucissons que vous voyez. Et ça sent évidemment très fort, on sent ça, je pense que c'est l'odeur du Münster, c'est ça le Münster. Comment on fait un fromage comme ça? Vous pouvez nous montrer par exemple là-bas, parce que vous avez d'ailleurs votre collègue qui est en train de servir un certain nombre de visiteurs. C'est connu en Alsace. Oui. Ça c'est quoi par exemple? Le barcasse, qu'on traduirait par fromage de montagne en alsacien. Et en fait ça permet, c'est comme une pâte pressée cuite, comme un comté. Donc vous pouvez manger ça nature ou chauffé, et c'est moins connu que le Münster. Mais par contre, c'est adorable, c'est super bon. Vous travaillez en direct de la ferme. Comment est-ce qu'on fait pour produire un fromage comme celui-là? Ça, c'est une pâte pressée cuite, comme je vous ai dit. Donc c'est cuit à 34 degrés. Après, c'est pressé pendant 24 heures. Et après, on vient le mettre dans la saumure. C'est saumuré. Et après, on n'a plus qu'à l'affiner sur une petite planche en épicéa. Et ça c'est parfait pour l'apéro, évidemment. Alors, donc il y a le fromage. Alors, est-ce qu'on peut, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut goûter? Bien sûr. Bon, bah alors écoutez, qu'est-ce que vous me conseillez? Ça c'est jambon cru, c'est quoi ça exactement? Alors, donc c'est la partie du jambon qui est fumé, séché. Et donc vous pouvez le manger comme ça. Nous on le mange en lardon aussi pour faire des sortes de carbonara alsaciennes. Et ça fond en bouche, c'est persillé. Et au moins c'est du vrai cochon qui est nourri au petit lait toute l'année et avec tous les restes de la ferme. Je confirme que c'est vraiment délicieux, c'est vraiment très bon. Et d'ailleurs, on peut peut-être montrer quand même parce que c'est vrai qu'il y a un certain succès. On voit que là, vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent depuis tout à l'heure et qui viennent goûter les différents mets et notamment le fromage là-bas. Alors, vous avez plusieurs fromages différents parce que, évidemment, dans une ferme, on produit différentes variétés de fromages. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment on s'organise? Donc nous, on a le barcasse traditionnel que je vous ai expliqué, le Münster, donc ça c'est la base qu'on fait. Après, on décline. On en fait au poivre, au cumin, à l'ail des ours. Et la petite star du salon, cette année, c'est à l'ail des ours. Je vous invite à la goûter. Avec grand plaisir, on y va. Ça ressemblait vraiment un petit côté ail fines herbes. Ça se mange aussi chaud, comme je l'ai dit. Nous, on aime bien faire des baguettes gratinées en Alsace. Et ça, c'est top avec ceux. Alors, racontez-nous aussi un peu ce que ça vous fait. Vous, c'est votre premier salon de l'agriculture ou vous étiez déjà venu? Premier salon, exactement. Même en tant que visiteur, on n'y était pas allé. Et donc, cette année, on est venu dans la région Grand Est représenter l'Alsace, forcément avec le costume traditionnel marquaire. Et nous, ça nous fait un grand plaisir. Et au moins, c'est un gage de qualité. Je sais qu'on retourne là-bas, les gens sont contents de nous voir ici. Comment ça se passe justement avec les gens? Parce que qu'est-ce que les gens viennent vous dire? Ils sont heureux, j'imagine, de pouvoir découvrir un certain nombre de spécialités. Parce que c'est vrai que quand on habite, je ne sais pas, moi par exemple, dans le sud de la France, on n'a pas forcément l'occasion de venir en Alsace. Que vous disent les gens en fait que vous rencontrez? Alors les gens sont déjà ils apprécient le fait que ce soit le producteur qui vient lui-même ici. Donc ça, ils adorent. Et après, ils sont très, compréhensifs. Ils aiment nous faire vivre, nous acheter des choses parce qu'ils savent qu'on n'est pas de la grande distribution et que nous, on vit de ça toute l'année en fait. Sans ça, on ne vit pas. Donc ils sont ils nous aident beaucoup. Et les visiteurs sont très agréables. Et vous êtes là jusqu'à la fin du salon? Jusqu'à dimanche, on est là déjà depuis vendredi dernier. On a installé les stands et on est venu en camping-car dormir carrément. Ah oui, et donc vous êtes motivé? Motivé jusqu'au bout. Tout ça, en tout cas, ça nous permet évidemment de découvrir un petit peu toutes ces grandes spécialités que vous nous proposez. On va montrer l'arrière-boutique aussi quand même, avec ici, voilà, donc ça c'est la fameuse baguette, là aussi qui est produite en Alsace. Hein. C'est du 100% local. Livré tous les 2 jours. Vous avez des clients qui achètent une baguette comme ça? C'est déjà arrivé à la boutique en italien, mais sinon c'est assez rare, c'est au morceau. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un sacré appétit. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite présentation. Je vous laisse, Anne-Emmanuel, parce qu'il va falloir conclure l'émission. Mais en tout cas, je crois que c'est l'heure de l'apéritif. En tout cas, ça tombe bien, parce que nous, on va pouvoir passer à table avec ce cher monsieur ici et manger une bonne spécialité alsacienne.
Merci Timothée Delem, merci à votre invité, ce fromager alsacien très sympathique. On compte sur vous pour que vous nous rapportiez du jambon et des fromages alsaciens à la rédaction du Figaro. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Timothée Delem sera cette fois-ci en plateau. Passez une très bonne journée en compagnie du Figaro.